On vous souhaite la bienvenue à ericlato.com. Dans quelques instants, on vous parle d'un nouveau service qui est maintenant disponible au Centre de femmes du Haut-Richelieu. On parle de développer un peu les compétences, notamment en gouvernance. Évidemment, c'est un service pour les femmes. Ça s'adresse, entre autres, à des femmes qui dirigent peut-être des organismes à but non lucratif, mais également, ça pourrait être le cas de femmes qui dirigent des PME pour savoir un peu, pouvoir s'entraider si vous êtes confronté à des problématiques de finances, de doigté politique, de ressources humaines. Bref, on va faire le tour de la question dans quelques instants avec Pierrette Marcotte. Mais d'abord, revenons un peu sur les événements, les tristes événements de Saint-Jean-sur-Richelieu et d'Ottawa. Ces deux attentats, ces attentats à saveur un peu terroriste faits au nom de l'islam. Vous savez que ça nous a touchés, nous ici. Ça a touché également la colline parlementaire à Ottawa. On fait le tour de la question parce qu'il a émis des opinions sur sa page Facebook personnelle. C'est l'ex-député fédéral de Saint-Jean, Claude Bachand. On a tous été témoins et touchés des récents événements au Canada, ici même à Saint-Jean-sur-Richelieu, avec cet attentat que certains qualifient de terroriste ou au nom de l'islam, et celle, bien sûr, d'Ottawa, la Chambre des communes. Question de faire un peu une certaine rétrospective des événements. J'ai invité l'ex-député fédéral de Saint-Jean aux communes, qui était là de 1993 à 2011, Claude Bachand. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Latour. Premièrement, parce que c'est ça, il y a eu deux événements à 2 journées d'intervalle. Un événement qui nous a touchés ici même dans notre communauté à Saint-Jean-sur-Richelieu, communauté qui est très militaire, on le sait, et bien sûr les événements d'Ottawa. Ottawa, vous avez siégé pendant nombre d'années. De quelle façon avez-vous vécu, vous, ces deux événements-là, coup sur coup? C'était quoi vos premières impressions? Bien, disons que c'était pour moi seulement qu'une question de temps avant que ça se produise, parce que, surtout avec notre implication, que j'appuie d'ailleurs, l'implication des frappes aériennes sur ISIS ou bien l'État islamique, c'est sûr que ça devait engendrer là, des répercussions, ça. Maintenant, est-ce que c'est l'œuvre planifiée de ces individus-là ou c'est des loups solitaires, comme on appelle actuellement? Moi, ça ne change rien pour moi. Pour moi, ça demeure un acte terroriste. Je pense que c'est des gens, d'ailleurs, ils ont fait la démonstration, ils fréquentaient très, très assidûment les sites islamistes et djihadistes surtout. Ouais. Alors donc... pour vous, que ce soit organisé ou solitaire, qu'il y ait ou non une problématique de santé mentale à l'égard des deux individus, il reste que pour vous, au fond de l'affaire, comme ces deux actes-là ont été commis au nom d'Allah, pour vous, ça demeure du terrorisme. Absolument, absolument. Je pense qu'ils se sont inspirés des thèses djihadistes et ils ont décidé de passer à l'action, tout simplement. Bon, ici à Saint-Jean, on le sait, il y a quoi, 2 000 à 3 000 militaires, là, forcément, là, qui sont à la garnison, au collège militaire. Bon, puis dans le cas du bureau de la SAC, on sait qu'en dessous, il y a un bureau des anciens combattants, parce que quand l'événement est arrivé, nous, on a appris que c'était des militaires qui en étaient les victimes. Mais à la base, un de mes amis me dit, écoute, Éric, c'est un peu normal, il y a des militaires qui circulent dans le bâtiment. Or, c'est plus tard qu'on a compris que le type en question était surveillé par la GRC. Son père l'avait dénoncé à la police de Saint-Jean, à la SQ, à la GRC. GRC qu'il avait rencontré, qui avait saisi son passeport. Donc, c'est quelqu'un qui était fiché et suivi. Là, je parle bien sûr du cas de Martin Rouleau de Saint-Jean-sur-Richelieu. Comment penser qu'en 2014, avec les événements qu'on a connus dans le monde, notamment les attentats de New York, ou encore l'Irak, l'Afghanistan, la menace du groupe armé État islamique, de savoir qu'il y a tout près d'une centaine d'individus au Canada qui sont suivis activement par la GRC, dont Martin Rouleau, comment se fait-il qu'au Canada, on n'ait pas réussi à empêcher ce gars-là d'agir avant? Bien, écoutez, moi, normalement, à la Chambre des communes, comment ça fonctionne? Un chef de parti, par exemple, M. Duceppe, pourrait me dire, Claude, comment tu vois ça? Puis on prépare un plan d'action. Moi, je ne peux pas vous cacher aussi que j'ai été pendant 10 ans dans le domaine de la défense nationale. Donc, quand on parle de SCRS, tout ça, d'ailleurs, je trouvais que les médias faisaient des erreurs assez grossières sur leur explication, parce que c'était pas tout à fait ce qu'ils devaient dire, parce que peut-être mal renseigné, mais il faut avoir été à l'intérieur pour savoir qu'il faut qu'on puisse maintenant amener des lois beaucoup plus sévères. Je pense, entre autres, puis plus que des lois aussi, il faut une philosophie plus sévère, sans tomber nécessairement dans briser la liberté d'expression des gens ou sans tomber dans une poussée comme le NSA aux États-Unis qui épillait des millions de personnes. Est-ce qu'on devrait avoir des mécanismes pour faire des arrestations dites préventives? Parce que, bon, de saisir le passeport d'un individu, c'est une chose, le privilège, c'est un passeport, le passeport, c'est un privilège, je veux dire. Mais dans le cas de Martin Rouleau, à partir du moment où la GRC dit au père, à M. Rouleau, Gilles,
écoutez, votre fils n'a pas commis d'acte qui ferait en sorte qu'on puisse l'arrêter Oui. et l'accuser de Non, quelque chose. Définitivement, moi, je considère qu'il faut absolument que les lois soient renforcées. Puis je propose, moi, d'ailleurs, qu'il y ait une escouade spéciale qui étudie les sites islamiques et djihadistes et que les individus qui les fréquentent, on modifie le code criminel pour faire en sorte qu'on puisse procéder à leur arrestation avec des accusations. Je pense qu'on en est rendu là. C'est pas normal que des individus fréquentent des sites où on les supplie d'aller tuer des gens chez nous. Il faut procéder avec des lois beaucoup plus viriles, sans, comme je vous dis, tomber dans la paranoïa puis considérer que tous les Canadiens sont sous enquête. Il ne faut pas que ça aille jusque-là. Bon, dans le cas d'Ottawa maintenant, vous connaissez, vous, bien sûr, la configuration des lieux. Donc, Zéaf Bibeau a commencé par le Monument de la Paix pour se diriger finalement à la Chambre des communes. Même dans les premières minutes, la GRC a même pensé qu'il y avait 2, 3, puis 4, puis peut-être même 5 suspects dans le périmètre, alors que finalement, on a compris que c'était le même individu qui a fait ça quand même de façon très, très, très rapide. Moi, ce qui m'a beaucoup étonné et ce que j'ai appris, c'est que dans la région d'Ottawa, dans le fond, il y a la police d'Ottawa qui s'occupe de la sécurité du centre-ville. Il y a la GRC qui s'occupe d'une autre portion, puis il y a la sécurité du Parlement. Donc, il y a 3 entités qui travaillent ensemble. Mais il y a 3 entités qui s'occupent de la sécurité de la colline parlementaire. Il y en a une 4e parce qu'à l'intérieur du Parlement, il y a une sécurité pour le Sénat puis une sécurité pour la Chambre des communes. Alors, tout ça, là, ça a déjà été regardé, ça même au niveau des comités que j'ai fréquentés. On disait, écoutez, ça n'a pas de bon sens, il faudrait qu'on réduise le nombre de corps policiers impliqués, parce que sans ça, la coordination devient très difficile. Puis il y a toute la question d'armée aussi. Autre chose qui m'a beaucoup étonné, c'est qu'à peine le tiers des agents de sécurité du Parlement sont armés. Voilà. Notamment les 2 gardiens qui étaient à l'entrée de la Chambre des communes ne l'étaient pas. Non. Et ceux qui sont armés, normalement, ne portent pas l'uniforme. C'est des gens qui sont en habit comme vous. Mais avec des vestes par balles. Oui. Et il y a un petit signe distinctif que nous, on savait, c'est qu'il y avait une petite épinglette rouge. Ça veut dire qu'il est porteur d'une arme. Alors, mais il y en a tellement peu. Puis je pense que là, les points d'entrée puis les points de sortie du Parlement, c'est là que ça se passe. Bon. Alors, je pense que là, ils ont procédé maintenant et je pense que tout le monde va être armé. Dans le cas de... Je sais, c'est ça, ils ont dit aujourd'hui que tout le monde serait armé, là, le temps de les former, tout ça. Dans la configuration des lieux, le type rentre par la porte principale. Et là, pour les gens qui connaissent la place, d'un côté, il y a la salle de l'opposition officielle, puis de l'autre, le caucus du gouvernement. Oui. Bon, finalement, le type s'est en allé vers le fond où il y a la bibliothèque et c'est là qu'il a été abattu par le sergent-d'armes Vickers. Oui. Mais pour que quelqu'un comme vous qui a fréquenté ces lieux-là, il s'en est fallu de très, très peu. Bien, il y a 2 choses. D'abord, il y avait à sa portée de fusil au moins 250 personnes, députés de la Chambre des communes. Puis deuxièmement, bien, il n'y avait pas l'arme nécessaire pour faire un carnage. Alors, on est chanceux dans notre malchance. Il a passé en courant devant les 2 portes qui renfermaient les caucus. Mais s'il avait connu les lieux correctement et les habitudes, et s'il avait été armé d'un plus haut calibre, il aurait pu faire un carnage total, ce qui n'a pas été le cas. Non, on était chanceux dans notre malchance. Oui. Bon, finalement, le type a continué vers le fond. Est-ce que vous connaissiez, vous, un peu le sergent-d'armes Vickers? Je le connais très bien. D'ailleurs, je m'en vais à Ottawa ce soir parce que j'ai été invité à l'ambassade slovène et demain, j'ai la Turquie puis Cuba. Mais je veux revenir avant les fêtes à Ottawa pour aller féliciter M. Vickers, qui est un très chic type, d'une très grande capacité, un gars honnête et un gars aussi réservé. Mais on a vu toute la dynamique qui habite cet homme-là. Je pense qu'il a réglé le cas assez rapidement, lui, au risque de sa vie, d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, il s'est carrément rué par terre au sol devant l'individu pour l'abattre. Exact. D'ailleurs, c'est lui qui est en charge de la sécurité à l'intérieur du Parlement. Les gens ne pouvaient pas se douter qu'un sergent d'armes pouvait occuper, dans le fond, ou avoir des responsabilités aussi importantes. Parce qu'on voit le type là, dans les trucs protocolaires avec la masse. Avec la masse, mais... Non, mais effectivement, c'est peut-être pas su de beaucoup. Nous, on le savait forcément. Moi, j'ai été longtemps assis même près de lui, là. Alors, c'est sûr que lui avait en charge de la sécurité. Puis d'ailleurs, lui demandait depuis quelques années que l'ensemble des gardiens soient armés. Évidemment, 84, dans le cas de Lortie à l'Assemblée nationale, moi, j'étais un peu plus jeune, je me rappelle un peu vaguement des événements, mais j'écoutais François Gendron, qui était là à l'époque, et je le sentais un peu secoué. Oui. Quand j'ai entendu beaucoup d'entrevues des députés conservateurs ou du NPD, ou même le premier ministre qui est allé faire des accolades à Tom Mulcair et à Justin Trudeau,
quelqu'un qui généralement est assez froid, mais là, évidemment, il laissait transparaître un peu. J'ai senti que la députation à Ottawa a été très, très, très secouée par les événements. Bien, c'est parce que ça ne s'est pas réglé rapidement non plus, comme vous avez dit. Ils ont été confinés. Oui, ils ont été confinés. Puis comme vous avez dit, au début, comme dans toute bonne crise, on ne sait pas combien il y a d'individus, on ne sait pas quel type d'armes. Alors, c'est très énervant. Puis je sais que les gens avaient barricadé les portes à un moment donné. Ils ont même renfermé le premier ministre dans le placard pour s'assurer de sa sécurité. Mais vous savez, quand vous avez l'ordre de rester en dessous de votre bureau puis de passer une partie de la journée là, vous dites, ça va-tu finir par finir? Est-ce que ça va laisser des séquelles à Ottawa, à la Chambre des communes? Je sais qu'on l'a rouvert au public et tout ça. Là, et bon, là, oui, on va armer les agents, mais est-ce que ça va changer les habitudes là, pour les gens qui fréquentent la colline? Bien, je pense que non. Il y a des gens qui l'ont échappé belle. Moi, j'étais en contact direct avec l'intérieur parce que j'avais beaucoup d'amis là, qui me textaient puis tout ça. Fait que je pense que la vie va se rétablir et je pense que les mesures de sécurité nouvelles qui vont être apportées sur la colline vont rassurer ceux qui la fréquentent. Bon. Qu'est-ce que ça change au niveau de la sécurité nationale du Canada, du rôle de la GRC, du SCRS, les liens avec les autres pays? Évidemment, c'est ce qu'on fait actuellement là, du côté de la Syrie, de l'Irak et tout ça. Qu'est-ce que ça va changer au Canada? Bien là, je pense que vu qu'il y a eu une attaque sur le cœur même d'une démocratie qui est Ottawa, dans le Parlement, il y a quand même un système de renseignement international, mais c'est beaucoup en vase clos, ça. Les réseaux internationaux, tout l'espionnage des grandes forces occidentales ont un peu de difficulté à envoyer le renseignement, par exemple, au Canada. Et le Canada, c'est la même chose ailleurs. Ça, je pense que ça va changer maintenant. Je pense que l'échange de renseignements? L'échange de renseignements, parce que ça, c'est ce qui est très, très important. Souvent, ils vont déjouer des attentats de cette façon-là. On en a la preuve un peu. C'est pas normal que les Américains nous donnent le nom de l'individu avant que les Canadiens le sachent. On s'est tous posé la même question dans les salles de presse. Comment se fait-il que l'information vient des États-Unis? C'est parce que le renseignement américain est de très haut niveau, puis nous, quand même, on a une relation particulière avec eux, d'amitié et de bons voisins. Alors, c'est sûr que rapidement, ça a dû être communiqué, ces renseignements-là. D'ailleurs, c'est pas pour rien que le premier ministre, c'est lui qui a annoncé là, que, écoutez, il y avait des attentats, puis il pensait qu'avec la fameuse question en chambre, la façon qu'il parlait, c'était vraiment un attentat terroriste, puis on voyait qu'il avait été documenté. Puis ça, c'est pas juste le SCRS canadien qui a fait ça, c'est aussi probablement le FBI et la CIA qui ont communiqué avec Ottawa. Ouais. Donc ça va changer, puis ce que vous dites, vous, c'est qu'on doit s'attendre à un resserrement. Là, il y a le projet de loi de Stephen Blaney aussi. C-44, oui. Un resserrement des règles de sécurité, la transmission, le partage du renseignement. L'armement des gardiens à l'intérieur. Mais en même temps, est-ce que nous allons continuer de vivre dans un pays où les libertés individuelles et religieuses doivent prioriser sur tout le reste, ou est-ce que ça va se restreindre davantage? Bien, si la liberté religieuse de certains groupes ou de certaines religions, c'est de dire qu'il faut tuer des infidèles, je pense qu'on doit réagir à ça, parce qu'on est tous des victimes potentielles. Alors, par contre, ce qu'il faut regarder, c'est que c'est pas tous les islamistes qui sont comme ça. C'est vrai. Et moi, j'encourage des mouvements, par exemple, comme « Pas en mon nom ». Aux États-Unis, c'est « Not in my name ». Ouais, les musulmans qui disent « Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. » Ils ne parlent pas en mon nom. Puis ça, je pense que quand l'ensemble des musulmans vont être capables de faire ça, là, le terreau va être beaucoup moins fertile pour des groupes agressifs comme les djihadistes. Ouais. Alors moi, j'encourage ça. Il ne faut pas les mettre dans le même panier, puis il faut s'assurer de coopérer avec eux aussi. Puis c'est sûr que les imams aussi, qui vont faire des discours agressifs puis qui vont inciter des gens à des actes de violence, ça, tant qu'à moi, ça devrait être arrêté puis tout simplement déporté. Pas plus compliqué que ça. Claude Bachand, ex-député fédéral et ex-critique de l'opposition en matière de défense nationale à Ottawa. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir, comme toujours. Au revoir, M. Latour. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle d'un nouveau service qui est maintenant disponible au Centre de femmes du Haut-Richelieu.
divertir dans le confort de votre foyer. Télé Bingo, TVHR, tous les dimanches matins, 9h30, avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. Coulisses Bêta, version 3.0, de retour cet automne. Un nouveau service est désormais offert au Centre de femmes du Haut-Richelieu. Pour en parler, Pierrette Marcotte, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Lefebvre. On parle de développement en gouvernance pour les femmes. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est le démarrage de groupes de co-développement professionnel en gouvernance. Qu'est-ce que ça veut dire, des groupes de co-développement? En fait, c'est des personnes qui sont déjà en poste, soit comme directrice ou administratrice d'organismes à but non lucratif, qui souhaitent travailler ensemble et mettre en commun leurs connaissances pour résoudre des problématiques qui sont particulières à la gouvernance. Pourquoi des groupes de co-développement? En fait, le fonctionnement d'un groupe, c'est en fait, les gens sont recrutés sur une base volontaire pour faire ça. C'est en fait miser sur l'intelligence collective pour améliorer ses pratiques, ses propres pratiques professionnelles. Et la raison pour laquelle on a développé ce nouveau service-là, c'est qu'on a en 2011 développé un programme de mentorat en gouvernance et on s'est rendu compte que ce programme de mentorat répondait davantage aux jeunes qui n'avaient pas d'expérience, avec qui on peut jumeler avec des personnes d'expérience, alors que les femmes d'expérience souhaitent plutôt faire de l'auto-formation en groupe. Donc, c'est plus... ça semble répondre mieux à leurs besoins. Et l'avantage, c'est que, en fait, c'est des groupes qui sont... En fait, il y a toute une technique, une méthode de développement de ces groupes-là. C'est une approche où, par exemple, vous allez avoir une personne du groupe qui devient la cliente et ses partenaires deviennent les consultantes et on y va par étude de cas concrets dans les organisations. Bon, souvent, on voit dans le monde des organismes, puis on le sait, l'organisme à but non lucratif, on a un petit budget, on a une permanence, 1, 2, 3 employés ou à peu près. Puis souvent, ces gens-là sont confrontés à de l'administration, à avoir du leadership, à confronter à des problématiques, mais on n'a pas toujours un mentorat à disponibilité. Il faut souvent se trouver des trucs rapidement pour régler les problèmes. Donc, le fait d'avoir ce genre de groupe-là, ça permet en même temps, je présume, un réseautage, un échange d'informations, ne pas se sentir seul face à des problèmes. Bien, tout à fait. De toute façon, si on regarde l'évolution dans laquelle on gère dans nos organismes, c'est que ça devient de plus en plus complexe. On demande de plus en plus de compétences au niveau de la gestion des ressources humaines, au niveau des relations politiques, en fait, on parle de développer son doigté politique parce que, bon, il faut faire des partenariats, il faut aller chercher des demandes, faire des demandes de subventions pour des projets et tout ça. Donc, c'est une façon, effectivement, de pouvoir, si on ne peut pas aller à l'université, en fait, pour prendre des formations, au moins de prendre l'expérience des autres personnes pour nous amener à analyser le problème dans lequel on est et aussi avoir des perspectives qui sont différentes pour nous faire un plan d'action et puis pour pouvoir résoudre les nœuds auxquels on est confronté. Bon, les groupes sont formés de combien de personnes? Bien, idéalement, en fait, c'est des petits groupes de 6 à 8 personnes. Parce que les rencontres, en fait, sont faites selon la disponibilité du groupe, mais on tente habituellement d'avoir une rencontre aux 6 semaines. Et la durée, habituellement, est autour de 3 heures. Donc, dans la rencontre de 3 heures, on a le temps habituellement d'étudier un cas type de problématique où il y a une personne qui présente ce qu'elle vit, les solutions qu'elle a tenté de mettre en œuvre, ce qui marche pas, puis les autres sont là, en fait, pour offrir un questionnement. On vise aussi la personne. En fait, il faut s'assurer que la personne qui repart avec un plan d'action est en mesure de choisir parmi les solutions qu'on lui donne celle qui lui semble la plus appropriée. Donc, elle est maître de la mise en œuvre de son plan d'action. Puis, il y a des suivis d'une rencontre à l'autre aussi par rapport justement à la mise en œuvre des plans, de voir qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Puis, on évolue comme ça
de rencontre en rencontre. Qui fait l'animation de ces séances-là? Bien, en fait, nous, l'offre de services qu'on a, c'est de faire, en fait, l'apprentissage au groupe parce que, premièrement, au début, il y a vraiment une formation à prendre parce qu'il y a une séquence dans laquelle on fait ces rencontres-là. C'est minuté, il y a une approche qui est particulière. Donc, le centre peut, en fait, amener le groupe à devenir autonome. Donc, il y a 3 rôles principaux lors de ces rencontres-là. Il y a le rôle, en fait, de l'hôte animateur qui convoque la rencontre et qui s'occupe de faire la gestion de temps et la répartition, en fait, des droits de parole. Il y a le client qui apporte son cas à son groupe et puis ce qu'on appelle les consultants, dans le cas des consultantes, là, qui vont faire l'analyse du cas et puis proposer les solutions. Est-ce que vous avez un exemple type d'une problématique qui est amenée en groupe, là? Qu'est-ce que ça peut être? Ça peut aller, en fait, des problèmes de gestion de ressources humaines, de gestion des relations publiques ou de gestion, en fait, d'une problématique qu'il pourrait y avoir dans un conseil d'administration, par exemple. Bon, il y a un membre de conseil d'administration qui semble poser problème parce qu'il s'ingère, qui vient donner des ordres, par exemple, aux employés pendant que la direction générale n'est pas là. Donc, on voit que dans certaines organisations, les rôles et responsabilités des membres des conseils par rapport aux rôles et responsabilités du DG, c'est pas toujours clair. Donc, il y a quand même un apprentissage à faire. Et comment un DG peut amener à son patron comment... avoir le doigté pour faire passer ses messages auprès du président, de la présidente, du prochain CA, puis bon... Oui, voilà. Donc, c'est tous ces petits détails-là qui parfois peuvent enclencher aussi des conflits qu'on veut tenter d'éviter. Oui. Avez-vous commencé à donner cet atelier-là? Vous allez commencer prochainement? Bien, en fait, c'est qu'on a fait déjà un appel. On a 3 personnes d'inscrites. Pour démarrer un premier groupe, on aimerait bien avoir 3 autres personnes. Donc, on essaie aussi de prendre des profils qui sont assez homogènes parce que c'est plus facile avec un profil homogène de comprendre, d'avoir le même langage. Puis Mais par contre, c'est possible aussi de le faire avec des personnes qui viennent de divers milieux. L'avantage de ça, c'est qu'il y a des points de vue qui peuvent être assez différents. Cependant, ça peut prendre un petit peu plus de temps au groupe à se fusionner parce qu'il y a une période d'adaptation où on doit tous parler le même langage, puis ça prend un petit peu plus de temps au début. Tantôt, vous avez dit, bon, ça s'adresse entre autres, prenons l'exemple des dirigeants d'organismes. Est-ce que ça peut s'adresser également à des femmes qui dirigent de petites PME ou à des entreprises? Bien, en fait, nous, c'est qu'on s'est adressé d'abord avant tout aux organismes à but non lucratif parce qu'on œuvre dans ce milieu-là, mais effectivement, je pense que ce genre de situation-là peut tout aussi bien arriver dans une petite PME que dans un organisme. On gère des employés. Les PME n'ont souvent pas de conseil d'administration, par contre, là, mais il y a effectivement des cas de figure qui peuvent se retrouver dans un domaine ou dans un milieu ou dans l'autre. Donc, des groupes de 6 à 8 personnes, des rencontres à toutes les 6 semaines. Durant combien de temps? Combien de rencontres? Ça, c'est le groupe qui décide. Habituellement, quand les groupes sont bien accompagnés et qu'il y a un esprit de corps qui se forme, il y a des groupes qui peuvent durer 3, 4, 5 ans. C'est à la décision du groupe. Des fois, il y en a qui se terminent parce que, bon, on ne sait jamais ce que la vie nous réserve. Des gens vont changer de poste ou vont changer de ville, puis que les groupes comme ça vont se défaire doucement. Mais habituellement, je pense que ce qu'on voit dans l'environnement, ça dure plus qu'un an habituellement. Là. Ah oui, plus qu'un an? Oui, parce que ça devient, en fait, les liens se renforcissent, les liens de confiance entre les personnes, et puis... ça devient, en fait, plus que juste un lieu de résolution de problèmes. Là. Donc, on a besoin de notre petite dose une fois de temps en temps pour se replacer puis nous aider dans notre quotidien. Là. Tout à fait. Donc, si les gens veulent obtenir des renseignements ou s'inscrire, parce que là, ça va commencer prochainement? Bien, en fait, nous, dès qu'on a notre groupe de 6, vous allez pouvoir démarrer, c'est ça. On est en mesure de démarrer, de faire le coaching, en fait, sur les rôles de chacun, de donner, en fait, la démarche, parce que, comme je vous dis, c'est une démarche qui est très structurée. Ce n'est pas une démarche de... En fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas une rencontre où on fait du social. C'est structuré, c'est rationnel. Donc, il faut un petit peu apprendre ça comme on pratique le golf, il faut apprendre la swing, comme on dit, pour que chacun puisse jouer son rôle adéquatement.
Donc, dès qu'on a 6 personnes, on va faire l'accompagnement du groupe. Madame Marcotte, merci beaucoup. Bien, merci de l'invitation. Donc, on invite les personnes intéressées donc, à contacter le Centre de femmes du Richelieu. Vous avez les coordonnées à l'écran. Merci. Merci. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Le Centre de santé et de services sociaux au Richelieu-Rouville est à la recherche de bénévoles pour différents services dans ces établissements, notamment dans les CHSLD, mais pour d'autres services également. Pour devenir bénévole, allez directement sur le site santémontérégie.qc.ca/, au Richelieu-Rouville avec les petits tirets, comme vous le voyez à l'écran. À chaque semaine, on vous présente des extraits du Conseil de ville. Nous, on fait la captation du Conseil le premier et le troisième lundi du mois. Et par la suite, avec un conseil, on ramasse bien sûr des extraits qu'on vous présente dans les 2 semaines qui suivent le Conseil, notamment le mercredi et les jours suivants. Vous avez la grille horaire à l'écran. Télébingo, c'est toujours 3 500 $ en prix à chaque dimanche matin, 9h30. La carte pleine était de 2 000. Il y a une trentaine de dépositaires dans la région où l'on diffuse, là, principalement au Richelieu-Rouville, mais également toute la partie Farnham également, qui est desservie par nous, un peu plus bas aussi, la région de Chambly, Carignan, Richelieu, Saint-Mathias, sur Richelieu également. Donc, pour connaître la liste des dépositaires, allez sur tvhr9.com. Vous téléphonez ici au 358-1912. Pour nous joindre, Télévision du Richelieu, voici les coordonnées. Pour me joindre par courriel, Éric Latour en un mot, à commercial-tvhr9.com. Notre site Internet, devenez également amis. Suivez-nous sur Facebook et sur Twitter. Et l'émission que vous regardez est diffusée tous les jours de la semaine, 10h, 17h, 23h, 1h30 la nuit. Et en rappel, les 5 émissions, les 10 entrevues le dimanche à compter de 16h. Prochain rendez-vous demain. Bye-bye.